Bienvenue dans Reiki Banashi, un podcast où on parle de Reiki, simplement. Je suis Nina, praticienne et enseignante de Reiki traditionnel japonais, et à travers cet espace, je vous propose des réflexions et des partages. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Amanda Jane. Amanda est enseignante Daishihan de Jikiden Reiki et vit au Royaume-Uni. Alors je l'ai rencontrée en 2023 à l'Institut de Jikiden Reiki à Kyoto, quand le Japon avait enfin rouvert ses portes après le Covid. Et c'était le tout premier séminaire en anglais animé par Tadao Yamaguchi depuis la pandémie. Et c'était vraiment un moment spécial, parce qu'il y avait des enseignants et des étudiants du monde entier. Pour moi, c'était un vrai honneur parce que c'était la première fois que je rencontrais Tadao Yamaguchi. Et le fait d'être dans la maison où sa mère, Chiyoko Yamaguchi, enseignait et donnait des soins, c'était vraiment magnifique. Et puis rencontrer toutes ces âmes passionnées venues des quatre coins du monde, c'était vraiment magique. Et parmi toutes ces belles rencontres, celle avec Amanda a rendu ce moment encore plus précieux. Parce qu'Amanda n'est pas seulement enseignante de Reiki. Elle est Daishihan de Jikiden Reiki, ce qui signifie littéralement « grand enseignant » en japonais. Donc c'est un titre qui est donné aux enseignants ayant une grande expérience et qui ont reçu cette reconnaissance de notre sensei, de notre maître. Et elle a appris le Reiki directement auprès de Chiyoko Yamaguchi Sensei à Kyoto. Elle a aussi joué un rôle important dans la diffusion du Jikiden Reiki en dehors du Japon, puisqu'elle a été l'une des premières occidentales à assister au séminaire de l'Institut. Avec l'aide d'Ikko Hirota, elle a contribué aux traductions en anglais des manuels et supports de cours de l'Institut de Jikiden Reiki, ainsi qu'à la traduction en anglais du livre Hayashi Reiki Manual. Elle a également apporté sa contribution à une petite partie du livre de Tadao Yamaguchi, le fils de Chiyoko Yamaguchi, Light on the Origins of Reiki. Et en 2016, elle a également édité le livre de Nishina Masaki, Reiki and Japan. Mais ce n'est pas tout. Amanda est aussi autrice. Avec la Daishihan Silke Kleman, que j'ai également eu la chance de rencontrer à Kyoto à la même occasion, elle a coécrit le livre Woman in Reiki, Lifetimes of Healing in 1930s Japan and Today, ou Femmes dans le Reiki, des vies consacrées à la guérison dans les années 1930 au Japon et aujourd'hui. Et alors ce livre fait partie vraiment de mon top 3 des livres sur le Reiki. Il est rempli d'informations historiques passionnantes et met en lumière le rôle essentiel des femmes dans l'évolution du Reiki. Et en 2009, Amanda a aussi entrepris un incroyable voyage. Le pèlerinage de Shikoku au Japon, 88 temples, 1400 km à pied, une expérience à la fois profonde et transformatrice qu'elle va partager aussi avec nous. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Konnichiwa Amanda, yokoso et bienvenue dans Reiki Banashi. C'est un immense plaisir et un honneur de t'accueillir aujourd'hui. Et o genki desu ka? Comment vas-tu aujourd'hui? Genki desu, genki desu. Alors, nous, on s'est rencontrés à Kyoto, directement à l'Institut de Jikiden Reiki, il y a environ 2 ans. On en parlait juste avant. Et c'était vraiment un moment spécial parce que c'était le premier séminaire de Tadao Yamaguchi traduit en anglais après le Covid, c'est ça? Oui, exactement. Et c'était vraiment incroyable parce qu'il y avait à la fois des étudiants et des enseignants venus du monde entier. Et on avait un peu l'impression d'une grande réunion entre amis, comme si on se retrouvait après longtemps. Pour moi, c'était une sorte de célébration parce que c'était aussi la première fois que je rencontrais Tadao Sensei.
Et c'était vraiment magnifique de te rencontrer dans ce contexte. Et donc, comme j'ai mentionné dans l'introduction, ton parcours avec le Reiki est absolument fascinant et riche. Tu es Daishihan en Jikiden Reiki et tu enseignes principalement au Royaume-Uni, mais aussi parfois au Canada et aux États-Unis, c'est ça? Oui, en ce moment, je suis basée au Royaume-Uni. Donc, j'enseigne ici et j'aide à gérer l'association Jikiden Reiki. Mais en général, je vais une fois par an aux États-Unis et au Canada. Et parfois aussi en Europe si on m'invite. Mais ma base principale est ici. Oui. J'espère qu'on pourra t'accueillir en Italie un jour, ce serait vraiment super. J'adorerais absolument. Et donc, tu as appris le Reiki au début, dans les débuts du Jikiden Reiki, c'est bien ça? Et donc directement avec Chiyoko Sensei, Chiyoko Yamaguchi, qui a elle-même appris de Hayashi Sensei. C'est une chose rare et incroyable. Et tu es aussi la co-autrice de cet incroyable livre intitulé Woman in Reiki. Et bien sûr, je vais te poser quelques questions à ce sujet. Mais avant ça, j'aimerais remonter un peu le temps. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours avec le Reiki? Comment tu as découvert le Reiki et qu'est-ce qui t'a attiré dans cette pratique? Oui, bien sûr. Alors ça remonte à longtemps maintenant. J'ai d'abord travaillé dans le domaine de la santé mentale ici au Royaume-Uni, à Cornwall, où je suis actuellement. Mon projet à l'époque était de devenir psychologue clinicienne en fait, et je dirigeais une ligne d'assistance en santé mentale pour les services publics locaux. Et petit à petit, j'ai commencé à ressentir un profond, comme un désenchantement. J'avais ce sentiment que le système était très figé, qu'il n'y avait qu'une seule façon de faire les choses. Et même si je comprenais qu'il y avait des contraintes pratiques à l'époque, Oui, bien sûr. mais pour moi, ça sonnait pas juste. Cette approche qui ressemblait un peu à une machine bien huilée, où les gens étaient envoyés d'un service à l'autre, mis sous médicaments, et c'était tout. Et je sentais en moi un appel profond, une intuition qu'il existait une autre manière d'aider les gens à gérer leur vie. Et c'était justement à ce moment-là, pendant que je travaillais là-bas, que j'ai entendu parler du Reiki pour la première fois. Hmm. Et puis, je l'ai laissé un peu de côté pendant un moment. J'en avais entendu parler, ça m'intéressait, mais je l'ai mis de côté et je suis partie voyager. J'ai voyagé autour du monde pendant environ 1 an et pendant mes voyages, je cherchais un enseignant de Reiki. Mais je n'ai jamais trouvé la bonne personne. C'était tellement important, n'est-ce pas, trouver un enseignant qui soit le bon pour nous. Alors je ne l'ai pas trouvé et j'ai fini par abandonner. En fait, j'étais dans l'avion pour rentrer chez moi depuis la Bolivie. Oui. C'était en 90, non, en 2000. Et donc j'étais dans l'avion de retour de Bolivie et soudain, cette fille allemande est venue vers moi et m'a dit « Tu fais du Reiki ?» Et j'étais juste debout, là, tu sais, à l'aéroport. Comme ça, directement. Et elle m'a dit « Tu fais du Reiki ?» J'ai répondu « Non ». Elle m'a dit « Eh ben, tu devrais en faire. » Et elle est partie, juste comme ça. Et moi, j'étais là. C'est étrange. Enfin bref, pour faire court, je suis rentrée chez moi et j'ai eu cette envie irrépressible de repartir quelque part. Je ne voulais pas rester au Royaume-Uni pour faire de la psychologie encore une fois. Et le Japon m'est venu en tête. Et je me suis dit, ok, le Japon. Et en 1 mois, j'avais trouvé un emploi, tout était réglé, j'étais dans un avion. Mais même là-bas, il m'a fallu encore un peu de temps avant de retrouver le Reiki. Je l'ai redécouvert grâce à il y avait un magazine en anglais et j'ai vu une annonce, mais c'était toujours pas Chiyoko Sensei. Oh, donc tu n'as pas commencé directement avec elle? Non, c'était quelqu'un d'autre. Ah, ok.
mais ce n'était pas le bon enseignant pour moi. Alors quand je suis arrivée et que j'ai eu cette expérience avec lui, j'ai su que ce n'était pas ça, donc j'ai arrêté. Mais c'est grâce à cette expérience que j'ai fini par trouver Chiyoko Sensei. J'en parle plus en détail dans mon livre et je peux aussi en parler ici, mais je veux pas trop m'étendre. Bien sûr. C'était fascinant, comme une série de signes que la vie m'envoyait, tu vois. Presque comme si le Reiki essayait de te trouver. Oui, c'est un peu ce que ça donne comme impression. Tu sais, j'ai tellement essayé fort de le trouver, mais ce n'était jamais le bon moment, jamais la bonne personne. Et c'est seulement quand j'ai abandonné à la toute fin de mon voyage que je me suis dit, laisse tomber, je vais pas le faire. J'ai arrêté d'y penser et c'est là que je pense que j'ai enfin lâché prise suffisamment pour que la vie puisse me pousser dans la bonne direction qui était le Japon. Et comme ça, j'ai fini par habiter à seulement 10 minutes de chez Chiyoko Sensei. Non, sérieusement? Oui, l'endroit où j'étais hébergée pour enseigner était à seulement 10 minutes de chez elle. Et donc, je l'ai trouvée grâce à Ikuko qui travaille maintenant à l'Institut. Et c'était très facile d'aller la voir régulièrement pour apprendre, ce que j'ai fait. Et je voulais vraiment m'immerger autant que possible, alors j'ai participé à tout ce que je pouvais. C'était génial. Magnifique, c'est comme si l'univers avait mis toutes les pièces en place pour que tu puisses apprendre auprès d'elle. Je ne savais pas que tu vivais si près, à seulement 10 minutes. C'est incroyable. Oui, à vélo ou en prenant le bus. Oui, c'était incroyable. Et c'était fascinant aussi de voir comment, après tant d'expériences qui ne me convenaient pas, tout d'un coup, la seconde où je suis entrée dans son appartement, avant même de la voir, j'ai senti que c'était le bon endroit. Il y avait un long couloir et au bout de la cuisine, elle était assise là, devant le frigo. Et en entrant, j'ai ressenti quelque chose. Oh. Et j'ai regardé autour de moi. Et là, elle était juste là, souriante. Une petite grand-mère ordinaire, mais qui débordait d'amour et de chaleur. Et aussi, tu sais, ce petit sourire un peu mystérieux. Elle était juste là et je me suis dit, c'est ici, c'est elle. C'était incroyable. Ça résonnait juste tout de suite. Oui, j'ai su que ce que je cherchais, c'était cet enseignant-là, ici. Et son fils, Tadao Sensei, qui travaillait avec elle et qui est maintenant à la tête de l'Institut, m'a dit qu'il cherchait justement quelqu'un qui vive sur place et parle anglais pour les aider à créer des livres et des supports pour les séminaires en anglais. Et c'était comme une rencontre parfaite au bon moment. Magnifique. Oui, donc tu as eu un peu comme un rôle clé à ce moment-là, n'est-ce pas? Parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui puisse traduire leur matériel d'enseignement, leur manuel, c'est ça? Oui, mais ce n'était pas juste moi ou quoi que ce soit. Il y avait beaucoup de gens impliqués et Ikko, mon amie, aidait aussi. On était toutes les deux à les aider. Nous avons fait beaucoup ensemble. Mais je suis tellement attachée à ces souvenirs de cette époque parce qu'on était juste un petit groupe. C'était avant que ça devienne grand. C'était littéralement le début, donc il y avait cette vraie belle petite famille. On s'amusait tellement à tout faire ensemble, les livres, les manuels, les voyages. C'était juste merveilleux, j'ai adoré. Magnifique. Donc j'imagine qu'au début, apprendre le Reiki avec Chiyoko Sensei devait être une expérience unique. Comment est-ce que c'était? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans son enseignement, sa présence? Comme tu l'as dit, elle semblait être une grand-mère ordinaire, mais avec une telle présence, non? Oui, je pense que... Alors, dans les séminaires de l'époque, donc, elle enseignait, mais dans la partie théorique, le cœur du programme d'enseignement, ce qui se passait, c'est que Tadao Sensei était debout en train de parler et elle était assise à côté de lui.
Et elle l'entraînait en quelque sorte à enseigner correctement. Donc il parlait et elle l'interrompait parfois, elle était très stricte en fait. Si jamais il se trompait un tout petit peu, elle disait non, c'est pas comme ça. Et donc ils faisaient ça ensemble. Et quand on faisait des exercices pratiques ou autres, ce que je me souviens particulièrement, c'est qu'elle passait parmi nous et qu'elle était très douce, juste très aimante dans ses encouragements. Et je pense que c'est ce qui m'a marquée. Il y avait cette confiance totale que tout le monde pouvait y arriver. Et c'était très rassurant. Et c'est exactement ce dont j'avais besoin à l'époque parce que quand j'ai commencé à apprendre le Reiki, je ne sentais pas bien le biocène du tout. Donc j'étais vraiment l'une des personnes qui se demandait mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Ok, peux-tu expliquer le biocène très simplement pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est? Oui, alors le biocène, Chiyoko Sensei l'enseignait comme on lui avait appris, c'est-à-dire comme un des aspects les plus importants du traitement du soin Reiki. En fait, c'est la sensation que l'on ressent dans les mains, dans la main, et cette sensation nous renseigne sur ce qui se passe dans le corps. Et donc, ça nous indique s'il y a des petits blocages, une accumulation légère de toxines ou au contraire quelque chose de plus important dans une zone spécifique, avec une grande quantité de toxines. D'accord. Et donc, on perçoit différentes sensations dans la main et au début, elles sont subtiles pour beaucoup de gens. Mais plus on pratique, plus elles deviennent claires, un peu comme si on ajustait une station de radio pour obtenir un signal plus net. Et à un moment donné, ça devient évident et naturel. Mais moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour ressentir ça. Et elle était tellement rassurante. Je ne sais pas si j'aurais continué si je n'avais pas vécu à proximité et si je n'avais pas pu aller la voir régulièrement avec elle qui me disait calmement encore et encore ne t'inquiète pas, tu vas le ressentir, continue, continue. C'était merveilleux. Et tu sais, ces Reiju étaient si beaux. Le Reiju est déjà quelque chose de magique en soi. Peut-être qu'on devrait expliquer ce que c'est. Oui, exactement, très brièvement. Alors, le Reiju est une sorte de cérémonie sacrée japonaise. C'est une cérémonie qui aide à débloquer, si tu veux, tous les blocages qui nous empêchent de laisser circuler très fort le Reiki à travers nous. Le Reiki circule déjà en chacun de nous. Ce n'est pas une énergie nouvelle à laquelle on doit être initié ou quoi que ce soit. Exactement. Et c'est déjà là. Mais au fil des vies, nous accumulons des blocages, des peurs, des soucis et plein d'autres choses. Et donc, le Reiju aide à nettoyer ces blocages, encore et encore. Et c'est une cérémonie magnifique. Son ressenti est tout simplement merveilleux, comme tu le sais, n'est-ce pas? Absolument. Et donc, le faire avec elle, surtout la première fois, quand je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, c'était magnifique. Vraiment magnifique. Il y avait une atmosphère presque magique, une sorte d'anticipation dans l'air. C'était vraiment beau. Oui. Et quand je repense à tous ces séminaires de l'époque, il y avait quelque chose d'absolument magique. Je savais que je faisais partie de quelque chose de spécial et de merveilleux. Mais en même temps, comme je l'ai dit, c'était très simple. On riait, on plaisantait pendant les pauses. Et c'était quelque chose que j'ai toujours aimé et que j'essaie de continuer. Tu sais, elle ne se prenait pas trop au sérieux. C'est ça. Elle ne se considérait pas comme une sorte de maître spirituel. C'était juste quelqu'un qui pratiquait quelque chose que tout le monde pouvait faire et qu'il avait fait pendant si longtemps qu'elle le maîtrisait très bien, avec cet amour merveilleux qui émanait d'elle. Et j'imagine aussi qu'elle était très humble. Après tout, elle avait directement appris de Hayashi Sensei, non?
Elle aurait pu bâtir tout un culte autour de ça, et pourtant tu sembles dire qu'elle est restée totalement naturelle et fidèle à elle-même. Oui, je pense que c'est l'une des choses qui marquait le plus ceux qui la rencontraient et qui l'admiraient. Tu sais quoi? Elle pratiquait le Reiki depuis plus de 60 ans quand je l'ai rencontrée. Et pourtant, elle avait toujours cette merveille enfantine quand elle parlait du Reiki. Et quand elle faisait des traitements, quand elle faisait un soin à quelqu'un et que cette personne revenait la semaine suivante, parfois j'allais l'aider, elle était tellement excitée de voir ce qui avait changé ou ce qui s'était passé. Oh, Elle adorait ça, elle adorait voir comment les gens pouvaient vraiment, tu sais, guérir, s'ouvrir et devenir plus eux-mêmes grâce aux traitements et soins de Reiki. Grâce à ces soins réguliers, tu vois. Et c'était tellement beau de voir cette incroyable capacité chez cette vieille dame qui avait fait tant pour les autres. as-tu reçu des traitements de sa part toi-même? Oui, oui, j'en ai reçu. En fait, il recommandait, hein, enfin du moins à l'époque d'Usui et de Hayashi, mais tu sais, quand tu apprends le Reiki, c'est une bonne idée de recevoir aussi des traitements, des soins pour savoir ce que ça fait, ce qui se passe. Oui. Et pour Chiyoko Sensei, je pense que la plupart de ses élèves venaient de personnes à qui elle donnait des soins. Donc pour moi, j'ai commencé à recevoir des traitements pour mon estomac. J'avais un problème à l'estomac parce que j'avais eu la typhoïde quand j'étais en Bolivie et ça a vraiment endommagé mes intestins. Oh oui, j'imagine. Oui, donc j'avais des douleurs constantes et c'était très difficile, même après avoir mangé. Il y avait tellement de douleurs. Un des médecins m'avait dit que ça pouvait restreindre et comprimer les intestins, rendre les muscles plus rigides. Donc oui, j'ai reçu des traitements de sa part. Et ça a été une expérience vraiment précieuse aussi parce que j'ai pu voir encore une fois à quel point c'était ordinaire. Il n'y avait aucun effet de mise en scène. Elle s'asseyait littéralement et le faisait. Et parfois, elle s'endormait presque en le faisant. Tu sais, parfois, elle disait quelques mots et parfois, elle somnolait un peu, mais c'était fascinant parce que elle posait sa main à plat sur mon ventre très souvent. Et je me souviens qu'une ou deux fois, j'ai eu cette sensation tellement forte que je me suis dit qu'elle devait être debout sur une chaise en train d'appuyer de toutes ses forces avec son pouce dans mon ventre. Parce que la sensation était vraiment celle de quelque chose qui enfonçait, qui pressait profondément. Et je me suis dit, mon Dieu, mais en réalité, elle ne faisait que poser sa main. Ah, donc elle ne poussait même pas avec ses mains, juste comme ça. Oui. Waouh! Incroyable. Oui, c'était vraiment impressionnant et c'était une belle expérience. Et ça m'a aidé aussi à comprendre que le traitement, le soin n'a rien de cérémonial ou de spectaculaire. Et bien sûr, c'est agréable d'avoir un espace de soins harmonieux, ça fait du bien. Mais elle le faisait simplement dans son salon, tu vois. Il n'y avait pas de choses spéciales, pas de bougies, pas de musique. Elle le faisait tout simplement. Oui, juste les mains et... Ça fonctionne, c'est ça le truc, non? Magnifique. Alors, je suppose que tu l'as déjà évoqué à travers sa présence et sa simplicité, mais est-ce qu'il y a une leçon de Chiyoko Sensei qui continue de te guider dans ta pratique et ton enseignement aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y en a beaucoup, non? Je pense que les leçons sont ces grandes choses dont je parle aussi dans mon livre. Ce sens de l'émerveillement, l'humilité, la simplicité, ce genre de choses. Mais je crois que l'un des enseignements les plus importants que j'essaye aussi de transmettre à mes élèves, c'est que le Reiki fait partie de la vie quotidienne. Ce n'est pas une chose séparée que l'on fait à côté et qui nous rendrait meilleurs ou plus évolués. C'est juste une part naturelle de la vie. Et on a
la chance de pouvoir l'utiliser chaque jour. Tu vois, si ton enfant tombe, tu peux poser ta main sur lui. Maintenant, ma maman n'est pas en très bonne santé et je peux utiliser le Reiki dans sa vie quotidienne pour l'aider. C'est ça qui compte. Je l'utilise sur moi chaque jour et je ne peux pas imaginer ma vie sans. Et c'est ce que beaucoup de personnes diraient, non? Oui, Mais on n'a pas besoin d'en faire quelque chose de... Je ne sais pas comment le dire, mais parfois ça devient un peu trop dramatique ou trop mis en scène. Je ne pense pas qu'Usui ou Hayashi auraient vu cela de cette manière. J'ai pas les bons mots parce que je suis en ménopause probablement. non, J'oublie les mots. oui, j'imagine c'est comme si parfois la pratique était séparée de la vie quotidienne, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui en fait totalement partie. Et ce n'est pas quelque chose qui te rend, qui nous rend spécial ou spirituel. On l'est déjà, tous autant que nous sommes, que nous soyons conscients ou non. C'est juste quelque chose de merveilleux dont nous disposons. Donc oui, je dirais ça aussi, et ce sentiment de communauté. J'ai adoré voir quand quelqu'un était très malade, tout le monde se réunissait pour l'aider. C'était tellement beau. Et j'essaie d'encourager mes élèves et mes communautés à faire cela aussi, à prendre soin les uns des autres. Oui, prendre soin les uns des autres. C'est en fait la base même de ce que signifie être humain. Et je sais qu'à l'échelle mondiale, on s'est beaucoup éloigné de ça. Oui. Mais à l'échelle locale, je pense qu'on le retrouve de plus en plus. Je vois de plus en plus de personnes qui reviennent à l'essentiel, qui recréent les liens humains. Et c'est ce dont nous avons besoin. Je pense que le chaos et la déconnexion au niveau global vont en fait renforcer et nourrir ces connexions locales parce que c'est nécessaire et c'est une bonne chose. Donc on fait ça, oui. Magnifique. Alors, on a déjà un peu abordé ça, mais y a-t-il un moment dans ta vie où tu as senti que le Reiki t'avait profondément transformé, que ce soit sur le plan personnel ou spirituel, comme tu l'as mentionné? C'est drôle parce que je ne pense pas que ce soit une question d'un seul moment. Mais ça m'a profondément transformée, oui. Sauf que c'était plutôt une série de moments ou un moment progressif, je dirais. Comme je l'ai dit, le Reiki fait partie de tout ce que tu fais au quotidien et donc il fait partie de moi maintenant. Ce n'est pas une seule expérience marquante, mais une accumulation de choses qui se sont produites. C'était pas très longtemps après que j'ai décidé de devenir végétarienne. Et ça ne veut pas dire que tout le monde devrait l'être, hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce qui se passe, je pense, c'est que quand le Reiki circule en toi et que tu l'utilises, tu entres plus souvent dans un état méditatif, hein, et ça t'encourage à aller dans cette direction. Il y a aussi cette idée du tamashi, n'est-ce pas? La façon japonaise de comprendre l'âme, ton âme individuelle qui est une branche de la source, une petite branche de cette grande énergie. Et quand cette énergie circule davantage en toi, ça tend à te réveiller d'une certaine manière, dans différents aspects de ta vie. Alors pour certaines personnes, ça se manifeste par une expérience très intense, mais pour la majorité, je dirais que ce sont plein de petits changements subtils. Et moi, à un moment donné, je me suis simplement dit, non, j'ai plus envie de faire ça. Et je suis devenue végétarienne. J'ai aussi commencé à écouter mon corps beaucoup plus attentivement. Aujourd'hui, j'ai une relation beaucoup plus claire avec lui, ce qu'il veut manger, quand il a besoin de bouger, ce dont il a besoin, ce qu'il essaye de me dire. Et j'ai souvent des conversations avec lui pour comprendre ce que certaines douleurs ou problèmes signifient.
Et ça peut aussi mener à des prises de conscience profondes. Et puis je dirais la confiance est un aspect fondamental. J'ai appris à faire bien plus confiance à la vie et le Reiki joue un rôle immense dans cela. Oui, comme tu le dis, j'imagine aussi que le Reiki est tellement naturel qu'il n'y a pas de moment clé qui se détache vraiment. Tout suit simplement son cours comme dans la nature, non? Avec son propre rythme. Il y a une sorte de, un peu de filtrage naturel qui se produit, non? Comme tu le disais avec l'alimentation ou même certaines rencontres peut-être. Ou peut-être que certaines personnes s'éloignent naturellement lorsqu'on n'est plus vraiment en résonance avec elles, quand tu ne résonnes plus avec ce qui est ta vraie nature. Oui, et je pense que plus ce processus se fait progressivement, plus les changements ont des chances d'être durables. Souvent, lorsqu'un changement est soudain et radical, il est plus difficile à maintenir parce que le reste de nous doit suivre et s'adapter. Oui, c'est vrai. C'est la beauté du Reiki. Les transformations sont organiques. Elles sont en phase avec ton système et avec ce que tu es capable de gérer. Je le vois aussi chez les personnes à qui j'enseigne le Reiki. Ces changements se produisent plus ou moins rapidement, différemment selon les individus, parce que nous ne sommes pas tous les mêmes, et nous ne sommes pas censés l'être. Exactement. Magnifique. Et j'aimerais maintenant doucement nous diriger vers ton livre Woman in Reiki. Mais avant ça, en tant que femme et enseignante, as-tu rencontré des défis particuliers dans la transmission du Reiki? Tu veux dire parce que je suis une femme? Tu veux dire le fait d'être une femme en particulier? Oui, oui. Honnêtement, pas énormément. Il y a bien sûr une raison pour laquelle nous avons écrit ce livre, et ça touche un peu à cette question, mais je n'ai jamais vraiment eu quelqu'un qui me dise « tu ne devrais pas, tu ne peux pas » ou quelque chose du genre. D'accord, je vois. Par contre, au début, j'ai eu quelques élèves masculins qui étaient plus difficiles à gérer. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Par exemple, l'un d'entre eux n'avait jamais pratiqué le Reiki auparavant, mais il essayait constamment d'enseigner le cours à ma place. Et il passait son temps à donner son avis aux autres comme si c'était un fait établi. Wow, d'accord. Et parfois, c'était complètement inexact par rapport au Reiki. Et un matin, je me souviens, il est arrivé avec un livre sur le Reiki qui n'avait en réalité rien à voir avec celui que nous pratiquons et qui ne correspondait pas du tout à notre approche. Oui. Et là, avant que je commence le cours, tout le monde était assis et il dit « Ce matin, je vais vous lire ceci. » Et il a commencé à lire ce livre qui n'avait un peu rien à voir. Oh, wow. Donc oui, j'ai eu cet homme-là, mais honnêtement, je pense que ce genre de défi n'a rien à voir avec le fait d'être une femme ou non. Tout élève difficile, toute situation qui t'amène un challenge, c'est avant tout une opportunité pour moi. C'est une occasion de me demander comment est-ce que je vais réagir à ça? Qui suis-je face à cette situation? Quelle personne ai-je envie d'être? Et ce qui est drôle, c'est que cet homme est revenu à un autre stage. Il aimait vraiment essayer d'enseigner dans tes cours, on dirait. Mais le point essentiel, c'est que je n'avais pas encore appris ce que j'avais besoin d'apprendre. Parce que je n'avais pas réussi avec bienveillance et compassion à l'empêcher de faire ce qu'il faisait et à poser une limite claire. Et donc la deuxième fois, j'ai appris. Je l'ai fait et après cela, je n'ai jamais eu quelqu'un comme lui dans mes cours. Je remarque ça souvent, que ce soit un problème ou une difficulté. J'essaye aussi d'aider les personnes à qui j'enseigne à comprendre ça. Si on apprend comment gérer une situation, alors elle ne se reproduira plus. Oui. Et ça passera facilement de toute façon parce que vous avez appris à la gérer.
Je suppose que, comme tu le dis, les défis peuvent prendre différentes formes et qu'ils peuvent venir d'un homme ou d'une femme. Bien sûr, ça n'a pas vraiment d'importance, n'est-ce pas? Oui. Ok, alors peut-être que nous pouvons parler un peu de ton livre, de ton incroyable livre. Tu es autrice et tu as écrit plusieurs livres, n'est-ce pas? Oui, j'en ai écrit plusieurs. Il y en a quelques-uns qui ne sont plus en circulation pour l'instant, mais je vais les faire réimprimer. En revanche, Woman in Reiki continue d'être bien diffusé, c'est formidable. Oui, tu as coécrit ce livre fascinant avec Silke Kleeman. Il a été publié il y a 2 ans, 2023, c'est bien ça? Je crois que c'était en 2021. Oh, d'accord, peut-être que j'ai la dernière édition. Et tu sais, je pourrais parler de ce livre pendant des heures et te poser tellement de questions à son sujet. On aurait probablement besoin d'un épisode entier rien que pour ça, parce que c'est vraiment un livre incroyable qui met en lumière le rôle essentiel que les femmes ont joué dans l'évolution et l'histoire du Reiki. Et ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des gens connaissent bien l'histoire de Hawayo Takata qui a introduit le Reiki en Occident et que bien sûr vous évoquez dans le livre, mais vous explorez aussi la vie d'autres femmes importantes comme Chie Hayashi, l'épouse de Hayashi Sensei, ou encore Kimiko Koyama, la première présidente féminine de l'Usui Reiki Ryoho Gakkai, et bien sûr Chiyoko Yamaguchi. À quel moment avez-vous eu l'idée d'écrire Woman in Reiki? Y a-t-il un événement ou une inspiration particulière qui vous a poussé à le faire? En fait, tout est parti de Silke. C'est elle qui a eu l'inspiration. Un jour, pendant une méditation, elle a eu cette vision, cette inspiration. Son idée de départ était simple. Elle voulait écrire un livre sur les femmes dans le Reiki. Quand elle m'a parlé, elle m'a dit « Est-ce que tu veux faire ça avec moi ?» Et j'ai immédiatement dit « Oui, bien sûr. » Mais l'idée de départ est venue parce que aujourd'hui c'est fascinant, parce que le Reiki est pratiqué dans le monde entier. Et en réalité, la majorité des praticiens sont des femmes. Mais quand on regarde les enseignants les plus médiatisés, ceux qui écrivent des livres ou dirigent les plus grandes écoles, ce sont majoritairement des hommes. Ils ont donc tendance à recevoir plus d'attention. Donc ce n'est pas une revendication du genre nous voulons aussi de l'attention, de la visibilité, mais simplement pour donner une voix aux femmes. L'idée initiale était d'interviewer des enseignantes de Reiki dans le monde entier et de recueillir leurs témoignages. Donc ça, c'était le début. Mais quand on en a parlé, en réfléchissant ensemble, nous avons réalisé qu'on ne pouvait pas parler des femmes aujourd'hui sans évoquer celles qui l'ont fait tenir sur leurs épaules avant. On ne peut pas ignorer celles qui nous ont précédées, car ce sont elles qui ont permis que nous en soyons là aujourd'hui. Donc, assez rapidement, on a pris conscience de l'importance de raconter l'histoire des femmes japonaises qui ont préservé le Reiki à travers la guerre, à une époque où il aurait pu disparaître. Elles l'utilisaient quotidiennement et l'ont transmis. Et donc, on a décidé d'approfondir leurs histoires tout en mettant aussi en avant les enseignantes d'aujourd'hui.
Et puis ensuite, personnellement, j'avais aussi envie d'explorer l'histoire des femmes au Japon et de comprendre l'évolution de leur place dans la société. C'est pourquoi il y a une annexe sur ce sujet dans le livre. Pour moi, c'était une recherche passionnante. Oui, Ça nous a pris 3 ans. magnifique. Et ce livre est vraiment intéressant. C'est presque 3 ou 4 livres en un. Il n'y a pas vraiment besoin de lire d'un bout à l'autre. On peut aussi choisir une partie, par exemple la section historique, et s'y plonger. Et vous avez mené une recherche très très approfondie avec des photographies et énormément d'informations précieuses qui ne sont pas forcément connues du grand public, même au sein de la communauté du Reiki. Oui, oui, c'était voulu, hein, parce que c'est un livre assez volumineux. Oui, oui. Mais on l'a conçu de manière à ce qu'on puisse y entrer et sortir librement. On peut lire l'histoire d'une personne, puis poser le livre et revenir plus tard à un autre témoignage, qu'il soit ancien ou contemporain. Parce qu'après tout, la vie, c'est une question d'histoire, n'est-ce pas? L'humanité est construite sur des récits. Et pour moi, c'est magnifique de pouvoir transmettre des faits historiques à travers des histoires de vie. J'espère qu'on a réussi à le faire. Absolument. Je l'utilise très souvent d'ailleurs, je l'ai dans la pièce d'à côté et il est rempli de marque-pages. Et ça, c'est le signe que c'est un livre vers lequel je reviens sans cesse. Je l'utilise aussi comme support dans mes enseignements parce qu'il contient tellement de magnifiques photos. Des photos de Chiyoko Sensei, de toutes ces femmes dont on n'entend presque jamais parler. Oui, et elles ont pourtant joué un rôle clé. Oui, exactement. Elles ont été essentielles au développement du Reiki tel qu'il existe aujourd'hui. Sans elles, on ne serait peut-être pas là à en parler. Oui. Oui, c'est vraiment fascinant. Et donc, votre livre est en anglais, n'est-ce pas? Avez-vous prévu de le traduire à un moment donné? Eh bien oui, la première traduction, elle sera en allemand. Ce qui, bien sûr, est du ressort de Silke. Moi, je ne peux pas l'aider avec ça. Oui. Ça prendrait trop de temps. Mais c'est le plan. Et on aimerait aussi le traduire en japonais à un moment donné. Mais pour le moment, nous avons dû mettre cette idée de côté. Mais oui, nous sommes ouvertes à cette possibilité. C'est une question aussi de coût et aussi de trouver les bonnes personnes, hein, car bien sûr, nous voulons une traduction fidèle à l'esprit et au sens du livre. Donc, j'espère, mais pas encore. Je te pose la question parce que je pense que nos auditeurs italiens ou francophones se demandent sûrement si un jour ils pourront aussi le lire. Un jour, je l'espère. Oui, désolée, pas pour le moment. Pas encore. J'espère un jour. Ok, donc je pourrais parler de ton livre, de votre livre pendant des heures. Alors peut-être que si tu veux revenir, nous pourrions approfondir encore plus le sujet. J'ai une véritable passion pour ces femmes et ce qu'elles ont accompli. Je veux dire, je savais que les femmes avaient joué un rôle important et que c'était formidable. Mais en écrivant et en faisant des recherches, j'ai développé une admiration immense pour elles, pour ce qu'elles ont fait, pour les défis qu'elles ont traversés et qu'elles ont surmontés. C'est phénoménal. Donc oui, j'adorerais revenir en parler plus en détail. Oui. Et pas seulement les femmes dans le Reiki, mais aussi dans l'histoire du Japon en général.
Il y a une forme de bravoure chez ces femmes japonaises qui est incroyable, non? Oui, c'était vraiment fascinant. Il y a aussi des petites histoires très touchantes qui restent dans ma mémoire, des choses que les femmes ont faites au XIIIe, XIVe siècle au Japon, parfois dans des circonstances très difficiles. Exactement. Donc j'adorerais en parler davantage. Super. Donc on gardera ça pour une prochaine fois alors. Mais comme on arrive doucement à la fin, ça passe tellement vite, non? Mais j'ai encore quelques questions pour toi sur un autre sujet. En fait, non, j'en ai plusieurs encore. Alors sur un autre sujet tout aussi fascinant, tu as accompli et pas juste commencé, c'est que tu as bien complété le pèlerinage de Shikoku au Japon, soit environ 1400 kilomètres à pied, c'est bien ça? Alors, en réalité, le pèlerinage fait 1200 kilomètres. Ah oui, ensuite il y a la partie de Koyasan, c'est ça? Oui, j'ai marché plus parce que j'ai continué après, mais probablement pas tant que ça. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Il s'agit d'un parcours reliant 88 temples sur l'île de Shikoku. Oui, donc Shikoku est l'une des îles situées au sud de Honshu, l'île principale du Japon. C'est une petite île et c'est en fait le seul pèlerinage circulaire du monde. Ah, vraiment? Oui, et la tradition veut que l'on suive cette route passant par 88 temples qui fait le tour de l'île. Et lorsqu'on arrive au temple 88, on revient au temple 1, complétant ainsi le cercle. Et ce pèlerinage est attribué à Kobo Daishi, qui serait la première personne à l'avoir, on va dire, accompli. Alors il y a bien sûr de nombreuses versions historiques autour de cette histoire, mais oui, c'est un pèlerinage très connu au Japon, mais bien moins connu à l'étranger. Beaucoup de gens le font traditionnellement à pied, mais aujourd'hui beaucoup utilisent aussi la voiture. Oui. Ils n'ont pas de temps maintenant, moi je n'étais pas occupée à travailler. Et donc tu l'as fait entièrement à pied, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est un parcours incroyable. Combien de temps ça t'a pris pour le compléter? 49 jours. 49 jours. Oui, et au 49e jour, on retourne à Koyasan, où repose Kobo Daishi. On monte jusqu'à son mausolée pour le remercier de nous avoir accompagnés parce qu'on marche avec lui, symboliquement sous la forme d'un bâton de pèlerin. D'ailleurs, je l'ai ici, tu veux le voir? Mais oui. Oui, je le garde toujours dans ma chambre, tu ne peux probablement pas bien le voir. Ah non, on voit très bien. Donc sur le bâton, il y a le sutra du cœur, et puis ici, tout en haut, il y a ce morceau de tissu protecteur au-dessus, et ce que l'on porte durant le pèlerinage. Alors pour les personnes qui écoutent, Amanda nous montre un magnifique bâton en bois de pèlerinage avec un tissu brodé sur le dessus pour le protéger. Et en dessous, il y a une inscription en sanskrit. Attends, c'est l'idée représentant les éléments. Je vais peut-être le dire faux. Donc la terre, l'eau, le feu. Ah oui, les éléments. Ce qui est drôle, c'est qu'au début, je marchais avec ce bâton, mais sans le tissu en dessus. Je l'avais vu en boutique, mais je m'étais dit... Mais je m'étais dit, non, j'en ai pas besoin. Alors j'ai juste continué sans le morceau de tissu. Et j'avais parcouru environ les 2/3 aux 3/4 du chemin quand j'ai rencontré un vieil homme qui se disait Henro professionnel, un pèlerin expérimenté. Et il marchait avec une bouteille d'oxygène. En fait, il faisait le parcours en voiture car il était malade. Et il était horrifié de voir que je n'avais pas ce tissu sur mon bâton. Oh.
Et en fait, j'ai découvert que ce tissu a une signification bien particulière. À l'époque, quand quelqu'un mourait en chemin, Oh qui non! arrivait souvent, on retirait ce tissu pour en faire comme un linceul. Donc je marchais avec un marqueur de tombe. Ah, ça doit être un voyage intense, non? Je veux dire, faire tout ça à pied. Est-ce que le Reiki t'a aidé d'une manière ou d'une autre pendant cette aventure, si je peux te poser la question? Eh bah, comment ça n'aurait pas pu m'aider? Bah oui, énormément, bien sûr. Et de bien des façons. Franchement, la première partie du pèlerinage a été un vrai enfer. Je dirais même, j'avais tellement mal, j'étais si misérable. En fait, je m'étais un peu naïvement lancée dans ce défi sans trop réfléchir. C'est souvent comme ça que je fonctionne. Si on réfléchit trop à ce que ça implique, on le fait jamais. Et tu sais, ce pèlerinage est circulaire et il a 4 sections. Donc la première s'appelle l'éveil spirituel. C'est la première phase, l'éveil spirituel. Et pour moi, cette section a été marquée par la douleur et la souffrance. J'aimais pas marcher, j'avais des problèmes aux pieds et aux jambes dont je ne soupçonnais même pas l'existence. J'avais tellement mal que chaque soir, je devais bien sûr me faire du Reiki pour pouvoir continuer le lendemain. Et la deuxième section, qui est connue comme l'entraînement ascétique, la sève, pour moi, c'était une phase de peur, mais aussi de détermination à travers tout ça. La troisième, c'était le lieu d'illumination, qui pour moi représentait le fait d'entrer dans l'inconnu. Et la dernière, c'est le nirvana. Et à la fin, je ne peux pas dire que j'ai vécu dans son intégralité le nirvana, mais j'ai atteint un état de paix et de confiance. Et donc, le Reiki m'a accompagnée tout au long du chemin, mais surtout dans les 2 premières sections. Il y a eu des moments où je pensais ne pas pouvoir continuer. Une fois en particulier, c'était tellement insupportable que j'ai pleuré toute la journée en marchant. Oh, Ce jour-là, je n'ai fait que 5 kilomètres, tellement j'avais mal. Je me rappelle, j'étais dehors en pleurs, incapable d'avancer, oh. et je n'arrivais pas à trouver un endroit où loger. Et je me souviens qu'une famille japonaise m'a trouvée comme ça, debout, complètement épuisée. Et ils ont été adorables et m'ont aidé à trouver un hébergement. Et j'ai finalement pu m'effondrer sur le tatami ce soir-là, mais j'étais à bout, j'en pouvais plus. Je me suis dit, je peux pas continuer. Et tu sais, j'avais fait exprès de ne pas prendre d'iPod, hein, c'est ce qu'on utilisait à l'époque, ni de photos, ni de musique. C'était un pèlerinage, donc je voulais vraiment laisser émerger tout ce qui devait émerger sans distraction. Donc pas de musique, pas de podcast, juste moi et mes pensées, parfois terribles, entre la première et la deuxième section. Et j'avais un téléphone pour les urgences. Et ce soir-là, j'ai envoyé un message à mon amie Uma en lui disant « J'abandonne demain matin si mes pieds me font toujours aussi mal. » Et elle a dit « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. » Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a envoyé des messages à un groupe de personnes en leur demandant de me faire du Reiki à distance sur les pieds, parce que j'en avais vraiment besoin. Et tu sais quoi? Le lendemain matin, je me suis réveillée sans aucune douleur. Incroyable. Magnifique. Oui. Et c'est incroyable de repenser à ça. Ce qui est fou, c'est que cette douleur n'est jamais revenue à un niveau aussi insupportable. Elle revenait, mais c'était pas comme ça. Et c'est comme ça, ça m'a permis de continuer jour après jour. Et donc, ce voyage te fait traverser tellement d'étapes différentes, j'imagine. Totalement. Et ce qui m'a fascinée, c'est que chaque phase correspondait vraiment à la signification de cette section. Je veux dire, bien sûr, c'est logique, mais au départ, je pensais que c'était juste une belle façon bouddhiste de nommer ces étapes.
En fait, c'est une réalité vécue. La douleur et la souffrance te poussent à entrer dans l'entraînement ascétique, qui te pousse à aller plus loin. Bien sûr, je ne prétends pas avoir atteint l'illumination, mais ce que ces phases représentent se manifeste réellement dans le voyage. Et j'ai vécu toutes sortes d'expériences incroyables et qui correspondent. Et je crois que c'était pendant la phase d'entraînement ascétique, plusieurs fois, je me suis retrouvée coincée, sans solution, complètement démunie. Et j'avais besoin d'aide. Je me rappelle, un jour, je me suis retrouvée dans une situation où je n'avais plus d'argent liquide, j'avais plus de cash. Au Japon et particulièrement à Shikoku, il est difficile d'utiliser des cartes de crédit ou bancaires. Oui, c'est surtout en cash. Exactement. Et moi, je ne voulais pas avoir trop d'argent liquide sur moi pour un voyage de plusieurs mois. Donc, la plupart de mon argent était sur ma carte, mais ce jour-là, je pensais pouvoir retirer de l'argent là où j'arrivais. Mais il n'y avait rien. En fait, il n'y avait que 4 endroits sur toute l'île où on pouvait retirer de l'argent. Et je ne savais pas. Et je venais de gravir une montagne, j'étais épuisée. Et quand je suis arrivée, je pensais qu'il y aurait plein de magasins. Il n'y avait qu'un seul restaurant et aucun endroit où dormir. Alors, j'ai dormi dehors plusieurs fois, mais cette nuit-là, il faisait froid et glacial, il y avait un vent terrible. J'allais devoir dormir à l'entrée de ce restaurant parce que je n'avais pas d'argent. J'étais affamée, frigorifiée, épuisée. Et alors, je suis entrée dans ce restaurant et j'ai juste demandé, s'il vous plaît, est-ce que je peux juste m'asseoir à l'intérieur pour me réchauffer? Et ils ont accepté et ils m'ont offert du thé. Ce thé vert chaud à ce moment-là, c'était comme le plus beau cadeau du monde. Et puis, le restaurant s'est rempli. Et à un moment donné, une famille s'est approchée de moi et m'a dit « Viens, viens ». Et ils m'ont invitée à leur table et m'ont offert leur repas. C'était incroyable. Oh, magnifique. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. À chaque fois que j'étais dans une situation de détresse, quelqu'un apparaissait et m'aidait exactement au bon moment. Et j'ai aussi été chargée par un sanglier sauvage. Oh, vraiment? J'ai failli mourir dans un tunnel. En fait, j'aurais pas dû en sortir vivante. Oh mon Dieu, est-ce que tu avais le tissu protecteur de ton bâton de pèlerin à ce moment-là? Tu sais quoi? Je ne sais pas. Il faudrait que je vérifie dans mes notes. J'ai écrit un livre à ce sujet, mais je dois encore le réécrire. Je ne l'ai pas encore publié. Oh, ce serait super intéressant. Oui, je vais en faire un livre. Mais je ne sais pas pour le tissu. C'est drôle, non? Oui. Et en allant vers la troisième partie, je pense que ça devait être les 3/4 du pèlerinage, j'ai rencontré un vieil homme. Il marchait sur ce chemin depuis 7 ans, sans jamais s'arrêter. Il vivait nulle part, il marchait simplement en boucle, encore et encore. Oh, wow, ok. Il était âgé, mais il semblait tellement heureux. Il dégageait une paix et une sérénité incroyables. Et il voulait juste continuer à marcher jusqu'à sa mort et être enterré sur le chemin, là où se termine le pèlerinage. Et bien sûr, il voulait que son bâton soit placé avec lui. Et je me souviens que quand je l'ai rencontré, ça devait être au début du voyage ou à mi-chemin. Je me souviens que je me disais, mais je pourrais jamais imaginer faire quelque chose comme ça. Parce que j'étais encore dans cet état d'esprit où je dois juste finir ça, tu vois. Je devais finir. Et je ne pouvais pas croire que quelqu'un puisse faire ça. Et pourtant, quand je suis arrivée à la fin du pèlerinage, seulement les derniers jours, quand tu arrives à ce moment, c'était un moment comme j'en avais jamais vécu. Mes genoux me faisaient mal, mes pieds me faisaient encore mal.
parce qu'ils s'étaient jamais arrêtés de me faire mal. Mes genoux s'effondraient, je les avais enveloppés de gaffeurs, tu sais, le gros ruban adhésif tous les jours. Je scotchais mes genoux et mes chevilles parce que si je le faisais pas, ils s'effondraient. Donc ils étaient tous scotchés et douloureux, mais j'étais dans un espace le plus joyeux que j'avais jamais connu. Tout était phénoménal. C'était comme si je voyais les choses d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Le soleil à travers les feuilles des arbres était la chose la plus belle que j'avais jamais vue. Tout était joyeux, léger et simplement incroyable. Et bien sûr, c'est le but du pèlerinage, d'arriver à cet espace, cet endroit. Donc, quand je suis revenue au point de départ, je n'ai pas voulu m'arrêter. J'ai voulu continuer comme ce gars. C'était incroyable, mais l'idée même de retourner à la société était horrible. C'est fascinant, n'est-ce pas? Oui, Comment ça arrive. Et c'était tellement simple. Se lever, manger, marcher, manger, marcher, manger, dormir, c'était tout. Et c'était la manière d'être la plus joyeuse, la plus épanouissante, la plus incroyable, tu sais. Un voyage incroyable. et donc, comme tu as dit, tu as fini après 49 jours. C'est long, non? Oui, tellement de choses se sont passées que j'avais l'impression que c'était encore plus long, tu sais. Et donc, tu as terminé le voyage aussi à Koh-Yasan. Il y a une dernière partie, n'est-ce pas? Tu dois... Oui, exactement. Donc en fait, j'ai terminé en 48 jours. Et le 49e jour, parce que j'ai pris le train pour retourner à Osaka, chez mon ami à Osaka, et le 49e jour, j'ai pris le train pour Koh-Yasan. Alors, la plupart des gens, ils montent en voiture ou en bus, mais tu dois marcher dans le cadre du pèlerinage. Donc, j'ai monté cette montagne, Koh-Yasan. Et donc, j'avais pas besoin de mon sac à dos. Alors, je l'avais porté tout le long de Shikoku, mais ce jour-là, comme c'était juste pour la journée, je n'avais pas besoin du sac. Oui, donc tu n'avais pas besoin d'emporter tout avec toi. Et je me sentais incroyablement légère. Je me sentais littéralement flotter en montant cette montagne. Et j'étais bien sûr en forme à ce moment-là, non? J'avais perdu beaucoup de poids juste en marchant. Donc voilà, je flottais littéralement en montant la montagne et je l'ai fait en 5 heures. Ce qui, quand je suis arrivée en haut, le moine m'a dit « Ah non, 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 tu dois te tromper, ce n'est pas possible en 5 heures, c'est plus long. » Mais je pense que c'est juste à cause de l'état dans lequel j'étais. C'était tout simplement magique de se rendre au cimetière. Tu sais, il y a ce grand et magnifique cimetière avec ses cèdres. C'est un endroit phénoménal à visiter et la tombe de Kobo Daishi est tout au fond. Donc là, tu vas là-bas pour dire merci et réciter le sutra du cœur, ce que tu fais à chaque temple. Et je me souviens avoir pleuré de gratitude, des larmes coulant sur mon visage pendant que je récitais le sutra du cœur. C'était l'expérience la plus belle, vraiment. Oh, merci de partager tout ça avec nous, vraiment. C'est excitant et agréable d'y repenser. Je l'ai fait il y a longtemps maintenant, en 2009, mais tu sais, ce sentiment est toujours très présent avec moi. Et c'est drôle que tu en parles maintenant parce que je suis en train de réécrire le livre. Ah on a hâte de le lire, en tout cas moi j'ai hâte, vraiment. Oui, c'est bien, oui. Je suis excitée de me replonger dans tout le voyage encore une fois. Wow, merci, tellement inspirant. Je sais que je n'ai jamais eu le courage de le faire justement parce que c'est si long, mais j'ai toujours voulu. Et je sais que beaucoup de gens le font par étapes. Ils ne font pas tout le pèlerinage en une fois, mais oui. Magnifique. Magnifique. Encore un autre sujet dont nous pourrions parler pendant des heures, n'est-ce pas? C'est le truc avec toi. Oh, j'ai beaucoup d'histoires de ce pèlerinage, c'est sûr. C'est tellement captivant. Le côté juicy. Magnifique. Et je portais aussi des prières pour d'autres personnes. Oh,
Oui. Donc, je portais ces prières, chacune pour chaque personne qui avait choisi un temple. Oui. Et oui, c'était une merveilleuse partie du pèlerinage. Je pense que ça m'a aidé à continuer et à parcourir tout ça pour tout le monde. Magnifique. Magnifique. Je pourrais vraiment parler de ce pèlerinage pendant des heures. Mais comme je l'ai dit, on a seulement un épisode et ça ne peut pas durer pendant 4 heures. Donc voilà, écoute, nous arrivons lentement à la fin de cet épisode, mais j'ai encore une question que je pose à tous les invités de Reiki Banashi. Et cette question est, si tu pouvais rencontrer Mikao Usui Sensei aujourd'hui, que lui demanderais-tu et que lui dirais-tu? C'est une bonne question. Ça semble aussi être une grande, vaste question. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles je pourrais répondre. Mais la plus grande chose serait la gratitude. Donc, en termes de ce que je lui dirais, ce serait une immense gratitude, un grand merci. Parce que tu sais, ça a changé ma vie. Mais je sais que ça a changé beaucoup d'autres vies aussi. Je veux dire, oui, j'adore le fait qu'il ne cherchait pas vraiment une méthode de guérison à transmettre aux gens et ça lui est arrivé par hasard. Et pour moi, ça résonne comme quelque chose de très vrai et dénué d'ego. Et c'est arrivé, alors il a suivi. Et tu sais, c'est drôle, mais c'est une autre chose que le Reiki m'a apprise. Suivre la vie plutôt que d'essayer de la diriger là où mon esprit pense qu'elle devrait aller. Donc, je lui dirais merci pour ça. Et au nom de toutes les personnes de ma vie qui en ont bénéficié. Et en termes de questions, alors ce n'est pas que je ne puisse pas en trouver parce que je peux imaginer, et je sais qu'il y a plein de merveilleuses questions sur le Reiki que l'on pourrait lui poser, mais honnêtement j'ai cette curiosité, j'espère que ça semble pas comme une critique, parce que c'est pas du tout le cas. Bien sûr. Mais c'est une vraie question et ça rejoint en quelque sorte d'autres éléments que j'ai découverts en faisant des recherches sur l'histoire des femmes au Japon. Parce que tu sais, Usui Sensei a atteint l'illumination et a commencé à enseigner. Et quand on regarde les vieilles photos, on voit bien qu'il enseignait aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Exactement. Mais les enseignants qu'il a formés étaient des hommes. Parce qu'à cette époque, au Japon, c'était comme ça, les enseignants étaient des hommes. Et ce n'est qu'à l'époque de Hayashi Sensei que ça a commencé à changer, non? Que la culture japonaise a commencé à évoluer. Donc, j'ai commencé à réfléchir à cela en étudiant l'histoire du Japon et en me penchant sur le bouddhisme. Et j'ai découvert certaines choses que je ne savais pas sur le bouddhisme, notamment qu'à l'origine, c'était considéré que les femmes étaient inférieures aux hommes, qu'elles étaient perçues comme intrinsèquement mauvaises et qu'elles ne pouvaient donc jamais atteindre l'illumination de la même manière qu'un homme. Elles devaient d'abord se réincarner en homme pour y parvenir. Et donc, il est dit, cela vient de texte original, mais je ne sais pas si c'est vrai ou non, et honnêtement, ça m'a vraiment choquée, non ? Et par exemple, des textes qui affirment littéralement qu'un moine qui a été moine pendant 1 an est plus élevé qu'une nonne qui l'a été pendant 30 ans. Oui, oui. Tu vois, ce genre de choses. Alors, on comprend bien sûr que c'était une autre époque. Exactement, oui. Mais ce qui m'intrigue vraiment, aussi bien dans le bouddhisme que dans l'enseignement d'Usui Sensei, c'est que si on atteint l'illumination comme eux,
On doit être dans un état où l'on voit au-delà du genre. On doit percevoir les âmes, les esprits, les êtres que nous sommes. Et donc, en théorie, il ne devrait y avoir aucune différence entre eux, non? Aucune différence en termes de capacité à atteindre l'illumination. Alors, je me demande, est-ce que le Bouddha et Usui Sensei savaient cela, mais ont dû se conformer aux normes culturelles de leur époque? Oh, Est-ce que dans les textes, ils ont suivi ces normes en sachant que les choses évolueraient avec le temps et en faisant confiance à cette transformation? Ou n'étaient-ils pas conscients de cette problématique? Tu vois ce que je veux dire? oui, bien sûr. Étaient-ils conscients de cette problématique ou encore étaient-ils, bien sûr, ils étaient humains, tellement ancrés dans leur culture qu'ils ne se sont même pas posé la question? Je ne sais pas. Oui, je suis curieuse. Oui, c'est une question très très intéressante à se poser, vraiment. Jusqu'à quel point est-ce que c'était un choix dicté par leur époque et le contexte social? Oui, ce serait fascinant de savoir. Est-ce qu'ils étaient en train de jouer le jeu de la société pour faire avancer les choses dans la bonne direction? Je ne sais pas, je trouve ça passionnant. Oui, c'est magnifique, ce serait une superbe question à poser, vraiment. Oui, oui. Ok, alors on arrive lentement à la fin de cet épisode aujourd'hui. Amanda, y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas abordé et que tu aimerais partager avec nous? Ah, je ne sais pas, je crois qu'on a couvert énormément de choses. Oui, c'est vrai. Tu sais, je pense que je voudrais juste en profiter pour souligner quelque chose. Évidemment, je suis très intéressée par le rôle des femmes dans le Reiki, parce que c'est le sujet du livre. Mais j'aimerais aussi reconnaître ces enseignants masculins qui nous ont toujours soutenus, Zilke et moi, pour Women in Reiki, et pour cette reconnaissance du rôle des femmes dans le Reiki, qui comprenaient que c'était important. Tu vois, il y a eu des enseignants comme Tadao Yamaguchi, Frank Arjava-Peter, Justin Stein, un chercheur qui nous a beaucoup aidés. Hein. Et donc, en ce qui concerne le livre, ils nous ont vraiment beaucoup soutenus. Tu connais aussi René Vogt? Oui, René Vogtli, absolument. Oui, il a toujours été très encourageant et je pense que c'est une personne adorable. Et donc oui, ils ont été un grand soutien et c'était vraiment rafraîchissant à voir parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est plus d'humanité plutôt que de se dire « Oh, c'est juste une question d'homme ». Non, c'est vraiment beau et je voulais le reconnaître. Oui, plutôt comme une expérience humaine au-delà de... C'est exactement ce dont nous avons besoin, tu sais. Ce n'est pas que les femmes doivent devenir plus puissantes que les hommes ou que ce soit ce genre de choses. Nous devons simplement commencer à nous voir tous comme des êtres humains et donc nous avons tous la même valeur. Nous sommes différentes pièces du puzzle que nous avons à offrir au monde. Et nous devrions tous être encouragés, peu importe l'apparence extérieure de notre, entre guillemets, emballage. Exactement. J'espère qu'un jour, nous arriverons à cet état, cet endroit où nous pourrons ignorer cela et voir uniquement les êtres spirituels comme nous sommes vraiment. Moi aussi, je l'espère, bien sûr. Ce serait un monde merveilleux. Et je suppose que d'une manière, ce que tu fais contribue à ouvrir cet espace et à créer cette connexion humaine. Oui, c'est vrai. Je l'espère aussi. J'espère que nous avançons tous lentement dans cette direction. Oui. Certains avancent plus vite que d'autres. Mais je crois qu'il y a beaucoup de personnes. Tu sais, encore une fois, le monde semble avoir une certaine apparence en surface, mais en profondeur,
Il y a énormément de mouvements et de transformations à la base au niveau des fondations. Et ça me rend optimiste, très optimiste. Magnifique. Alors nous arrivons vraiment à la fin de cet épisode. Je crois que je l'ai dit 3 fois, mais j'aimerais encore continuer à discuter avec toi, c'est pour ça. Mais je veux juste prendre un moment pour te remercier d'avoir partagé avec nous tes expériences incroyables. C'était vraiment inspirant et j'ai adoré notre échange. J'espère sincèrement que nous pourrons refaire ça un jour. J'adorerais. Et merci à toi pour tes magnifiques questions et pour tout ce que tu fais avec ce podcast. C'est vraiment une belle initiative. Et c'est un vrai bonheur de te revoir. Je sais que tu as mentionné au début que nous nous étions rencontrés au Japon il y a quelques années. Et c'était une belle rencontre à l'époque et c'est tout aussi merveilleux d'échanger avec toi aujourd'hui. Tu as une lumière très éclatante et c'est un vrai plaisir de te retrouver. Merci. Merci Amanda. Toi aussi, tu sais, tu fais partie de ces personnes que je croise sur mon chemin, où je me dis « Ah, cette personne est Reiki ». Tu sais, ces enseignants, ces maîtres, ces personnes chez qui on perçoit vraiment qu'ils émanent le Reiki, qu'ils le vivent pleinement. Et tu fais partie de ces personnes. C'est une expérience tellement précieuse de simplement te parler ou d'être en ta présence. Alors, merci pour ça. Le sentiment est réciproque, vraiment. Merci à toi. Merci. Et avant de nous quitter, si des personnes souhaitent te contacter ou en savoir plus sur ton travail, quel est le meilleur moyen de te joindre? Tu as un site, c'est ça? Oui, j'ai un site www.learnjikidenreiki.com. Mais nous avons aussi Women in Reiki et l'adresse est simplement www.womeninreiki.com. Donc vous pouvez consulter ces sites. Parfait, très bien. J'inclurai tous les détails et les liens dans les notes de l'épisode. Et Amanda, encore une fois, merci infiniment. C'était un vrai plaisir. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Merci beaucoup. Merci. Arigatou. Merci pour votre écoute et encore un immense merci à Amanda. C'est toujours un bonheur de partager ces moments avec vous. Alors si vous avez envie d'explorer ces sujets, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur mon site internet. Et pour aller plus loin ou en savoir plus, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Arigatou gozaimashita.